Théodose Morel, Maurice Anjou, Pierre Bastian. 73 ans après, au pied du plateau où beaucoup ont péri, devant les tombes de 105 martyrs de la Résistance, l'épopée héroïque des combattants des Glières, emmenée par leur chef Tom Morel et Maurice Anjou, est toujours commémorée. André Garcia. Mort pour la France. Notre fidélité à la mémoire de ceux des Glières est aussi fidélité aux valeurs qui les inspiraient et qu'ils ont si magnifiquement illustrées. En cela, nous nous inscrivons dans le droit fil de la vision du capitaine Anjou qui déclarait alors « Glières ne sera pas une victoire, ce sera mieux que cela, un symbole, l'affirmation scellée dans le sang de la résistance à l'oppresseur. » Si Glières est encore aujourd'hui un symbole, c'est parce que c'est dans les montagnes de Haute-Savoie, à 20 km d'Annecy, qu'est né l'un des plus importants maquis de la Résistance, devenu quelques jours à peine après sa création, l'une des priorités de Vichy, puis du Reich. Les Allemands avaient fixé un ultimatum aux autorités de Vichy. Si vous ne remettez pas de l'ordre en Haute-Savoie au 10 mars, c'est nous, en tant qu'Allemands, qui allons intervenir pour le faire. Les Allemands appliquent ici ce qu'ils ont fait dans d'autres zones d'occupation. Ils font régner la terreur. Glières est entré aussi dans l'histoire parce qu'il s'agit de la première bataille de la Résistance à visage découvert contre le joug nazi. Le combat commun de jeunes aux origines sociales, politiques et religieuses très différentes, unis par un même idéal et commandés par des militaires d'actifs du 27e bataillon de chasseurs alpins. Pour la première fois, peut-être, depuis 1940, une partie de l'armée française, des officiers de l'armée française, ont réagi. On montrait qu'ils ne voulaient plus de cette occupation humiliante. On montrait qu'ils étaient prêts à se battre. En Haute-Savoie, l'esprit qui a animé les jeunes maquisards des Glières, unis autour d'une devise « Vivre libre ou mourir », est toujours entretenu afin qu'il soit transmis aux jeunes générations. La liberté. La liberté est un bien tellement précieux que ces garçons, qui pour beaucoup ont 18-20 ans, c'est un bien pour lequel on est prêt à donner sa vie. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Juin 1940. En 5 semaines seulement, les troupes du Führer ont mis en déroute toute l'armée française. 100 000 soldats français y ont laissé leur vie. Cette débâcle provoque la panique et l'exode. Sur les routes, 10 millions de civils fuient la fulgurante et irrémédiable avancée allemande. Début juin 1940, la France est une grande puissance. Fin juin 1940, elle, dont on disait qu'elle est la meilleure armée du monde, n'a plus d'armée. L'armée a été pulvérisée. Il n'y a plus de France. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, devenu président du Conseil, appelle à la fin des combats. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le dessein de la patrie. Les troupes du Reich paradent sur les Champs-Élysées. La France est occupée et le régime de Vichy choisit la collaboration. Rien ne prédestinait la Haute-Savoie à accueillir la première grande bataille de la Résistance. En 1941, à Annecy, c'est même un accueil triomphal que réserve la population au maréchal Pétain pour sa première visite en Savoie. Le héros de Verdun est encore à cette époque immensément populaire. Ces images montrent une très grande ferveur de la population du département à l'égard du maréchal Pétain, mais il faut compléter ces images avec les rapports d'opinion
qui sont écrits par les renseignements généraux dans les jours qui suivent cette visite officielle. Et ces rapports sont très intéressants parce qu'ils nous montrent que oui, la population a acclamé le maréchal Pétain, elle le soutient, mais en revanche, les ministres qui étaient à ses côtés, eux, n'ont pas du tout été acclamés, voire parfois même ont été hués. Et donc ce soutien à Pétain ne veut pas du tout dire soutien à son gouvernement et à sa politique, notamment à la politique de collaboration. Un homme va permettre de braquer l'opinion savoyarde contre Vichy. C'est François de Menthon. À l'époque, il est en Haute-Savoie le dirigeant très respecté de l'Action catholique. Un mouvement qui fédère des milliers de jeunes, souvent issus des milieux populaires. Dès l'automne 1940, il prend nettement position contre l'option prise par Vichy. Il crée un journal clandestin, dont le nom est en programme, Liberté. Il est aussi l'un des premiers notables à encourager publiquement les Savoyards à montrer ouvertement leur hostilité à la politique collaborationniste et antisémite de Vichy. François de Menthon a participé à une manifestation de protestation silencieuse à Annecy. Le service d'ordre légionnaire le sait et lui envoie une fausse convocation à la mairie. Et lorsqu'il arrive à la mairie, un petit groupe de légionnaires lui saute dessus et décide de lui plonger la tête dans une fontaine pour l'humilier. Ça provoque une prise de conscience qui est très progressive. Ah, ils s'en sont pris à de Menthon. Alors s'ils s'en sont pris à de Menthon, c'est que c'est des salauds. L'humiliation qu'a subie François de Menthon marque une première prise de conscience. L'opinion va réellement basculer en faveur de la résistance 7 mois plus tard, lorsque Vichy se plie à une nouvelle exigence allemande. Les Allemands sont en guerre sur tous les fronts, ils ont besoin de main-d'œuvre. Pour ça, ils ont rétabli l'esclavage par le biais des camps de concentration, mais comme c'est en même temps des camps d'extermination, le rendement n'est peut-être pas ce qu'ils en attendraient. Et donc, ils vont faire appel à une main-d'œuvre dans les territoires occupés. Le 16 février 1943, le gouvernement de Pierre Laval instaure une loi qui concerne tous les jeunes Français. Le gouvernement de Vichy adopte à ce moment-là le service du travail obligatoire, c'est-à-dire que tous les jeunes nés entre 1920 et 1923 doivent aller travailler en Allemagne. Ce qui va se passer, c'est que bon nombre ne voudront pas partir. Sur le territoire national, on estime à peu près à 20% ceux qui ne partiront pas, qu'on appelle des réfractaires. En Haute-Savoie, il y en aura 80%. Des centaines de jeunes réfractaires vont, pour échapper au STO, entrer en clandestinité. La Haute-Savoie, avec ses zones montagneuses, devient un lieu d'accueil privilégié. Plusieurs villages servent de refuge, comme Entremont, au pied du plateau des Glières. Tous les jeunes, dont mon père, mon beau-père, les jeunes nés en 1923 sont appelés à partir au travail obligatoire et le refusent. Et donc, Entremont va servir de point d'accueil à tous ces réfractaires au travail obligatoire. Ces réfractaires forment ce qu'on appelle les premiers maquis. Et en Savoie, plusieurs voient le jour. J'ai toujours tendance à comparer ces vallées à un peu la Corse. On parle du maquis, hein, donc le maquis corse, c'est aussi un dérivé des maquis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'omerta, c'est-à-dire que tout le monde voit tout, mais que personne ne va parler. Ces jeunes maquisards, pleins d'entrain, rêvent de lancer des opérations de guérilla contre l'oppresseur. Mais ils n'ont aucune connaissance militaire. Des soldats d'une unité d'élite au prestige immense en Haute-Savoie vont transformer leur enthousiasme en force combattante. Si Glières a existé, c'est parce que les maquisards ont trouvé sur leur chemin les soldats du prestigieux 27e bataillon de chasseurs alpins basé à Annecy. C'est eux qui vont structurer et coordonner les actions des jeunes résistants. Les chasseurs alpins sont invaincus en 1940. Ce sont eux qui ont résisté à la tentative d'offensive italienne dans les Alpes et qui ont empêché les Italiens de pénétrer en France. Et beaucoup considèrent que ces chasseurs alpins pourraient être la base d'une future armée de revanche. Depuis qu'Hitler a ordonné la dissolution de toutes les unités françaises, ces chasseurs alpins ont pour la plupart basculé eux aussi dans la clandestinité. Ils sont regroupés dans une structure de combat de la résistance, baptisée l'AS, l'armée secrète. L'AS en Savoie est très importante. Elle est commandée par des chefs qui sont des officiers d'actifs, qui ont refusé la défaite et qui, dans la clandestinité, tout en ayant souvent d'ailleurs au début des fonctions, des postes dans l'armée de Vichy, vont prendre en main cette résistance. À Annecy, l'AS est dirigée par le commandant Valette d'Ozia, le chef de corps du 27e BCA.
Pour planifier les opérations de la résistance, il réunit régulièrement au secret quelques-uns de ses hommes en qui il a toute confiance. L'homme, par exemple, à qui Valette d'Augier a confié la mobilisation clandestine s'appelle Angeau, c'est son adjoint, capitaine Angeau. L'homme à qui il confie la cache des armes, c'est un certain lieutenant Théodose Morel, qui s'était illustré à la tête de sa section d'éclaireurs face aux Italiens sur les crêtes, au point de recevoir la Légion d'honneur à 24 ans. Tous qu'on va retrouver ensuite. Le lieutenant Théodose Morel, 27 ans, Tom de son nom de guerre, s'occupe de cacher armes, munitions et matériel sensible. Parmi les sites qu'il choisit, le château de Torrent, à 20 km d'Annecy. Il est venu plusieurs fois, donc la première fois avec ses hommes et donc un camion pour décharger le matériel d'optique du 27e BCA, donc ils ont caché dans le château. Tom Morel cachera ici dans ses oubliettes du matériel de guerre qui permettra aux résistants de reprendre la lutte dès que l'ordre leur en sera donné. Si pour les militaires, le temps de l'action n'est pas encore venu, de jeunes maquisards, eux, s'impatientent. Certains tentent même d'imposer dans la région leurs propres lois. Vous avez des jeunes qui, en fait, s'affranchissent du maquis pour conduire des opérations pour leur propre compte. Vous avez une multiplication des vols, des pillages. Vous avez également une augmentation des meurtres, des assassinats. En Haute-Savoie, des opérations de police de grande envergure sont entreprises contre ceux qui faisaient régner sur la région une véritable terreur. Vichy prend immédiatement au sérieux ce climat quasi insurrectionnel qui règne en Haute-Savoie. 60 meurtres par mois, 30 attentats quotidiens, telle était la moyenne. La résistance, elle, multiplie aussi les opérations de sabotage. Donc on sent qu'il y a une radicalisation de toutes parts. Cette flambée de violence intervient au moment où le régime de Vichy durcit sa ligne et affirme sa volonté d'écraser toute forme de résistance. Le régime de Vichy change un petit peu de nature, puisque en janvier 1944 se met en place ce qu'on appelle l'État milicien. Vous avez des fanatiques de la collaboration, je pense à Philippe Henriot, je pense à Joseph Darnan, qui entrent au gouvernement. Installés par les Allemands, eh bien, ils vont aller dans le sens de ce que veut l'occupant et donc passer à une phase beaucoup plus répressive qu'elle n'avait été jusqu'à présent. La milice, très puissante à Annecy, se charge de la répression et multiplie les rafles. La milice n'a pas l'intention de faire trembler, mais elle n'est pas davantage disposée à faire sourire, de provoquer les adversaires du gouvernement, mais de mettre un terme à leur provocation, et résolue à ne reculer devant personne quand le pays sera en cause. Elle se déclarera cependant satisfaite si, comme elle l'espère, il lui suffit de montrer sa force pour n'avoir pas à s'en servir. Darnan, le chef de la milice, fait même de la Savoie une affaire personnelle. Car les Allemands lui ont demandé de régler au plus vite les troubles à l'ordre public qui se multiplient autour d'Annecy. Le problème pour les Allemands, c'est que si l'autorité de Vichy commence à être remise en cause, l'étape d'après, c'est l'occupation allemande tout simplement qui sera remise en question. Donc le Reich est en fait très dépendant de l'autorité que Vichy a sur la France. Fin janvier 1944, 3000 gendarmes, miliciens et gardes mobiles de réserve sont dépêchés en Haute-Savoie. Un super-préfet est même nommé avec pour mission d'éradiquer la résistance. Un intendant de police est nommé, avec tout pouvoir. Un certain Lelon, qui est un colonel de la gendarmerie en retraite, et il prescrit le 31 janvier 1944 l'état de siège. L'état de siège, ça veut dire que tout un chacun peut être arrêté, jugé, passé immédiatement devant une cour martiale, fusillé. Et pour appuyer le préfet Lelon dans sa mission, le Reich déploie dans les Alpes la 157e division de réserve, commandée par le général Karl Pflaum. La 157e est une division relativement importante de près de 20 000 hommes. Elle est initialement constituée de 2 régiments d'infanterie, d'un régiment de chasseurs alpins, un régiment d'artillerie et quelques plus petites unités comme un bataillon du génie et des unités de ravitaillement. Le déploiement de la 157e division de réserve s'accompagne d'importants coups de filet contre la résistance, en particulier contre cette fameuse armée secrète. Et parmi les conséquences, arrestation de Valette d'Augier. Il est torturé dans les locaux disciplinaires, dans la prison du quartier du 27e BCA qu'il avait commandé. L'armée secrète a perdu son chef.
mais il est aussitôt remplacé par Tom Morel et Maurice Angeau. À peine installé, le binôme d'officiers est prévenu que des personnalités importantes de la résistance veulent les rencontrer. À Londres, l'état-major de la France libre et les services secrets britanniques commencent à s'intéresser de près à cette résistance savoyarde. Ils envoient plusieurs émissaires. Une de ces missions arrive en Haute-Savoie. Elle est composée de 2 officiers, un Britannique qui s'appelle Heslop et un Français qui s'appelle Jean Rosenthal. Leur première mission est de recenser les effectifs dans le maquis. Et c'est ainsi que Londres est informé de ce qui se passe en Haute-Savoie. Si cette mission est décisive, c'est parce qu'elle provoque un changement stratégique majeur. Jusqu'à présent, Churchill ne prenait pas au sérieux la résistance française. Le 27 janvier 1944, en présence du général de Gaulle, il change radicalement d'avis. On s'approche d'un possible débarquement, donc il faut commencer à armer la résistance française. Churchill décide d'approvisionner le maquis. Mais quand il décide de l'approvisionner, ce n'est pas par 3 ou 4 avions, ce sont des parachutages massifs, de l'ordre de plusieurs dizaines d'avions. Et l'un des principaux points de parachutage qui est défini en France, c'est le plateau des Glières. Protégé par ces immenses falaises abruptes, le plateau des Glières se situe à 15 km d'Annecy. Ses dimensions, 10 km du nord au sud, 7 d'est en ouest. Si cette zone est choisie, c'est parce qu'il s'agit d'un terrain idéal pour les parachutages, discret et facilement repérable par les pilotes britanniques qui opéreront de nuit. Le plateau des Glières se situe très exactement entre le lac d'Annecy et le lac de Genève qui brillent tous les deux sous la lune, dans l'axe. Cerise sur le gâteau, dans un pays où le blackout est prescrit la nuit, aucune lumière doit être allumée, Genève qui est neutre est allumée. Donc le pilote anglais le plus maladroit a même la direction. Le 31 janvier 1944, le lieutenant Tom Morel reçoit l'ordre de monter sur le plateau des Glières pour réceptionner les parachutages massifs promis par les Alliés. C'est ce jour que commence réellement l'épopée des Glières. Dans les communes limitrophes, le Grand Bornand, Manigot, Thônes, La Roche-sur-Foron, 150 volontaires sont mobilisés. Je vais prendre le mot d'un maquisard. Il parle de pagaille indescriptible. En fait, les maquisards reçoivent l'ordre de rejoindre le plateau de Glières. Ils déménagent leur chalet, ils prennent tout leur barda, les ustensiles de cuisine, les couvertures, le peu d'affaires personnelles qu'ils avaient avec eux. Donc ils savent bien qu'ils resteront là-haut quelques semaines. L'ordre a été donné de monter au plateau simplement à une centaine d'hommes, 100-120 hommes, car le but de l'opération, c'était de monter, de recevoir ce parachutage, et puis tout de suite après, avec l'aide des paysans, etc., car les paysans des communes par là-bas étaient dans le coup, avec leurs chevaux et les luges, redescendre tout ça, le planquer dans de bonnes caches, pour éventuellement ressortir toutes ces armes au jour de la libération quand on en aurait besoin. La mission commence par l'ascension, dans une neige épaisse, souvent de nuit, et par un froid polaire. Plusieurs heures de marche dans le sillage de Tom Morel pour rejoindre le plateau à plus de 1500 mètres d'altitude. Ils vont partir par petits groupes, de 2, de 3, de 10, quelquefois individuellement, prendre des petits chemins de montagne et aboutir sur le plateau. Donc cette montée aux Glières, c'est vraiment le signal du début de l'opération, sous les ordres de Tom Morel. Il faut imaginer ces garçons qui partent là-haut, équipés comme les civils qu'ils sont, pour la plupart, les chaussures qu'ils ont, et qui montent dans un épais manteau neigeux. Cette montée aux Glières a tout, oui, d'une vraie odyssée, en fait. Dès leur arrivée, les maquisards se cherchent des abris. La priorité est de trouver un semblant de confort. L'hiver est rigoureux et ils ne savent pas combien de temps ils resteront. Les hommes sont répartis en sections. Chaque section en général est accrochée à une ferme d'alpage, petit groupe de 20 avec leur chef. Comme l'attestent ces rares clichés, leur vie se répartit entre les longs tours de garde dans des trous de fortune à même la neige et des opérations de ravitaillement aux allures d'expédition.
C'est une vie très très difficile parce qu'ils ne sont pas formés pour vivre comme ça dans la neige, sans pratiquement de communication. On a des exercices, on a des gardes, on a toute une série de corvées, corvées de bois, la corvée d'eau, qui font que ces hommes sont vraiment encadrés. Un maquisard dit on n'a pas une minute pour soi, c'est vrai. La cohésion se forge la journée, dans la rigueur de l'hiver, et la nuit, dans les chalets autour d'un feu. Vous avez des veillées, vous avez ces jeunes qui sont groupés autour d'un phonographe. Ce qui reste, au-delà des difficultés, un grand sentiment d'exaltation. Il faut imaginer que pour eux, c'est la grande aventure qui commence. Est-ce qu'ils savent très exactement que c'est pour aller récupérer Pachta? J'en sais trop rien. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont l'impression de vivre un moment exceptionnel de leur vie. La liberté. Tom Morel, lui, a installé au centre du plateau, à l'emplacement de ce chalet, son quartier général. En fait, il n'était jamais au PC. C'est un lieutenant de chasseur alpin, faut pas l'oublier. Un lieutenant de chasseur alpin, c'est un homme qui a le souci d'être au contact. Et en fait, il ne cessait pas de sillonner toute la zone, cette vaste zone. Rappelons-le, 2 à 3 mètres de neige. Ski au pied. L'une des priorités de Morel et des anciens cadres du 27e bataillon de chasseurs alpins qui sont sous ses ordres, superviser l'instruction militaire. On va organiser le maquis en véritable bataillon à plusieurs compagnies, chacune ayant à sa tête des officiers ou des sous-officiers d'actifs, c'est-à-dire qui connaissent parfaitement leur métier, et qui vont former ces jeunes qui, dans leur énorme majorité, ne connaissent rien au maniement d'armes et au métier militaire. On les prend à zéro. Comme une vraie troupe de chasseurs alpins, le bataillon des Glières organise sa défense. Au centre, le PC de Morel, l'infirmerie et la section d'élite des éclaireurs skieurs. À proximité, la zone de parachutage, protégée par 4 compagnies de combat qui verrouillent les 4 principaux accès du plateau. L'énergie et l'enthousiasme qu'insuffle Tom Morel, associé à sa parfaite connaissance du combat en montagne, font de lui, en quelques jours à peine, le chef incontesté du maquis. Il avait un charisme extraordinaire. C'était un homme qui attirait la sympathie. Mais tout en attirant la sympathie, ça restait le chef. Et ça, c'est une des choses qu'il a apportées au maquis. On le respecte comme chef, on l'aime comme homme, on le suit comme soldat. Si on le suit, c'est parce qu'il crée au Glières un esprit. Lui, le Saint-Cyrien, très catholique d'une grande famille lyonnaise, rassemble autour de lui des jeunes gens d'origine politique, sociales et religieuses très différentes. On trouve des membres des jeunesses catholiques, des israélites et même des communistes. 2 sections de FTP, francs-tireurs partisans, ont aussi suivi Tom Morel. C'est les rouges. Et bizarrement, par ces aberrations d'esprit qu'il y a parfois chez les gens, le rouge, pour certains, était plus l'ennemi que l'occupant lui-même. Et bien là encore, Tom Morel les accueille à bras ouverts. Et leur dit, ici, il n'y a plus ni armée secrète, ni francs-tireurs partisans, il y a l'armée française. Lorsque les maquisards débouchaient des chemins qui montaient au plateau, il était là, il serrait la main de chacun d'entre eux, en leur souhaitant la bienvenue. Pour donner plus de chance à sa mission, Tom Morel va même recruter des républicains espagnols. Tom Morel va aussi effectivement appeler 2 groupes d'Espagnols qui étaient intégrés par Vichy dans des groupes de travailleurs étrangers. Il présente une particularité qui plaît beaucoup aux militaires français, c'est que ce sont d'anciens soldats. Pour l'essentiel, ce sont des personnes qui ont participé à la guerre d'Espagne. Parmi ces Espagnols, Fernando Garcia, le mari de Jeanne, et le père de Georges. Le colonel Jourdan qui décore le papa. Ils venaient tous les soirs, ils étaient 40 Espagnols. Alors tous les soirs, ils venaient pour regarder la TSF. La TSF, c'était la TSF. Oui, la TSF à l'époque. Oui. Les premiers jours, tout le monde me disait « Jeanne, tu veux marier un Espagnol, tu veux te marier ». Je me mettais en colère, mais vraiment en colère. Et puis, c'est arrivé un beau jour, et bien, on s'est mariés. Puis voilà. Les Espagnols, au nombre de 50, sont aux côtés de Tom Morel et font partie de cet ensemble hétéroclite et néanmoins animé par un même idéal, celui de résister à l'ennemi. Dès ce moment-là, vous voyez l'importance du symbole.
Voilà un jeune officier, il a 28 ans, d'origine bourgeoise, très catholique, Saint-Cyrien. Dans la France de Vichy, où on stigmatise les apatrides, les Juifs, les Rouges, les républicains espagnols cumulent un redoutable handicap, c'est les apatrides et c'est les Rouges, c'est les violeurs de nonnes. Il les accueille à bras ouverts. Pour unir tous ces maquisards, malgré leur grande diversité, Tom Morel va instituer des rites, en particulier un grand rassemblement qui aura lieu chaque jour. Tom Morel a tenu dès le premier jour à ce que les couleurs, le drapeau français tricolore, montent au mât devant les garçons, rangés par section, au garde à vous et saluant. Tout est symbole. Hein. Et cette croix de Lorraine est le symbole de la France libre, de la France à libérer. Et quand le drapeau monte au mât, combien j'ai entendu de ces rescapés me dire, pour nous, ça reste un moment inoubliable. Un moment inoubliable. Et d'autant plus que dans ce rassemblement, Tom Morel leur dit, votre devise sera désormais « Vivre libre ou mourir ». La liberté. La liberté est un bien tellement précieux que ces garçons, qui pour beaucoup ont 18, 20 ans, c'est un bien pour lequel on est prêt à donner sa vie. 3 semaines après leur arrivée sur le plateau, les combattants ont leur devise. Et le drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine flotte librement. Mais dans cette Haute-Savoie en état de siège, la montée aux Glières en plusieurs vagues de 350 maquisards n'est pas passée inaperçue. Les forces de l'ordre de Vichy sont très vite informées de la présence des maquisards sur le plateau. D'ailleurs, tout le monde est très vite informé puisque sur les ondes de la BBC, Maurice Schumann, qui s'est peut-être un peu emballé sur ce coup-là, mais Maurice Schumann a appelé les habitants de Haute-Savoie à se mobiliser en faveur des maquis. 7 jours après l'arrivée sur le plateau, les forces de Vichy envoient des gendarmes afin de tester le dispositif des maquisards. Dès le 7 février, c'est-à-dire quelques jours après seulement que les premiers groupes soient montés sur le plateau, un accrochage a lieu au pied du plateau parce que les gendarmes interceptent 3 personnes qui montaient du ravitaillement au plateau. Deuxième accrochage, une semaine plus tard, le 12 février 1944. Les gardes reçoivent l'ordre du préfet Lelon de mener une reconnaissance offensive vers le plateau des Glières. Ce groupe de reconnaissance est accueilli par des rafales de mitrailleuses de la part d'une section du maquis qui fait plusieurs morts, dont le chef de la section. Avec cet avertissement sanglant, le préfet Lelon comprend que les hommes de Tom Morel sont déterminés, prêts à se battre coûte que coûte. Première conséquence, il resserre l'étau autour du plateau et envoie du renfort. Mais les choses vont changer à partir de la fin février avec l'apparition de 2 nouveaux acteurs du côté de la répression. Ce sont les GMR, les groupes mobiles de réserve, et surtout la milice, qui eux sont plus déterminés pour attaquer le plateau. Si Vichy envoie de nouvelles troupes, c'est aussi et surtout parce que les Allemands s'impatientent. Les choses ne vont pas assez vite. Le maintien de l'ordre est jugé trop mou, laxiste. Toute l'occupation allemande en France fonctionne à 95% sur le principe suivant. Pour les questions de sécurité, ce ne sont pas les Allemands qui interviennent en premier lieu, mais les Français. C'est d'abord à Vichy d'intervenir avec ses forces de police ou ses unités paramilitaires comme la milice. Et quand Vichy n'y parvient pas, alors c'est aux troupes allemandes d'intervenir. Les Allemands avaient fixé un ultimatum aux autorités de Vichy. Sous-entendu, si vous ne remettez pas de l'ordre en Haute-Savoie au 10 mars, c'est nous, en tant qu'Allemands, qui allons intervenir pour le faire. Les Allemands, en plus de la pression qu'ils exercent sur Vichy, commencent à échafauder leur plan d'attaque. Dès le 8 mars, un avion allemand survole le plateau, fait une reconnaissance. Et progressivement, les Allemands vont, par la voie des airs, prendre de plus en plus de place. Tom Morel le sait. Le plateau est en train d'être encerclé, mais il ne veut pas se laisser intimider, surtout par les forces vichistes. Tom Morel veut prouver aux gens d'en face, c'est-à-dire
surtout les GMR, qu'il a la possibilité, en tant que chef de maquis, de faire quelque chose sur place et de montrer aux GMR qu'ils ne sont pas les patrons chez eux. Donc pour ça, il va monter une opération. Il va trouver un prétexte assez facile. Ce prétexte, c'est l'arrestation de l'un de ses hommes au Grand Bornand. Le 1er mars 1944, Michel Fournier travaillait pour le docteur du maquis des Glières, Bombiger, et c'est lui qui allait rechercher dans la vallée des médicaments. Et il est arrêté. Tom Morel a eu la parole du patron des GMR, non seulement que Michel serait rendu, ce qui n'a pas été, mais qu'il n'y aura pas d'action contre le maquis. Les paroles n'ont pas été tenues. Tom Morel est furieux et il décide de monter son opération de nuit. On appellerait ça maintenant une opération de commando. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1944, Tom Morel, avec 150 hommes, descend en pleine nuit vers le quartier général des gardes mobiles de réserve basé à Entremont. Il faut imaginer, dans la nuit, dans la neige, descendre du plateau, l'opération est parfaitement bien conduite. Les chiens aboient, le dispositif se dévoile et les GMR qui sont là, qui sont une cinquantaine, comprennent très rapidement qu'il n'y a pas d'issue et se rendent. Les maquisards pénètrent dans le bâtiment et on va chercher le chef, un certain commandant Lefebvre. Tom Morel l'agresse par les paroles. Il lui dit « Mais ce que vous avez fait est scandaleux. Vous avez donné une parole que vous n'avez pas tenue. » Et vraiment, il l'engueule avec cette fougue de jeune chef qui en plus est porté par sa victoire ponctuelle. Et à ce moment-là, Lefebvre a dissimulé une arme et il prend cette arme, il la sort, il tire à bout portant, peut-être même bout touchant, sur Tom qui s'effondre. Le commandant Lefebvre est immédiatement abattu, mais il est trop tard. Tom est emporté, agonisant, il va mourir un petit peu plus tard par ses hommes. Ce sont les Espagnols qui portent le corps de leur chef, mort à 28 ans. Un autre maquisard a été tué dans l'embuscade, Georges Decour. Voilà un triste convoi qui s'organise en direction, dans la nuit, dans la neige, en direction du plateau. La mort de Tom est une épreuve pour tous. Elle provoque le désarroi. C'est un drame absolu. Le chef a été tué. On sait très bien que quand le chef est tué, tout risque de s'écrouler. C'est en ces moments tragiques que survient un événement majeur, celui que Tom et ses hommes ont tant attendu. Le 10 mars au soir, 17 avions britanniques larguent 200 containers, 50 tonnes de matériel. Pour les résistants, c'est la manne céleste qui leur tombe du ciel. Hein. C'est très très grand nombre de parachutage. Ce sont des armes pour l'essentiel, des armes et des munitions. Mais l'euphorie est de courte durée. Les hommes restent déboussolés par la disparition du chef, à qui ils vont maintenant rendre un dernier hommage. C'est au pied même du mât que Tom Morel est inhumé, ainsi que Joe Decour, qui a été tué en même temps que lui. Ils ont été tués dans la nuit du 9 au 10 mars, ils sont inhumés là le 13 mars. Le cortège part du poste de commandement où les corps reposaient, pour rejoindre l'endroit même où Tom Morel avait fait le serment de vivre libre ou mourir. Détail exceptionnel, les parents de Tom ont reçu un laissez-passer de la milice pour assister aux funérailles. On voit cette longue file, précédée par deux hommes, deux maquisards qui tiennent des couronnes de feuillage vert, la couleur de l'espérance. Derrière le clergé, les deux croix de bois qui vont être plantées sur les tombes. Puis la famille. Et les deux cercueils portés sur les épaules des maquisards. J'ai un côté affectif par rapport à ça, parce que c'est mon père qui porte la croix devant. Et en même temps, je pense, si vous voulez, que c'est une image qui montre bien l'âpreté de la vie sur le plateau. Hein, vous avez ces flocons de neige qui tombent, ce brouillard.
Louis Jourdan, l'un des adjoints de Tom Morel, prend le commandement provisoire d'une troupe en plein questionnement. Ces jeunes se retrouvent quasiment orphelins. Ils ne savent plus trop quels ordres ils vont recevoir. Ils sont quand même démunis. Et peut-être que les plus démunis sont encore les officiers qui se trouvent aux côtés de Tom Morel, qui sont des jeunes gens. Il faut dire que Louis Jourdan, qui va succéder quelques jours à Tom Morel, a le même âge que lui. Il a 29 ans. 29 ans, se retrouver à la tête d'un groupement de 450 hommes, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Tom était notre chef et qu'on n'avait plus de chef. Et connaissant quand même les difficultés, si vous voulez, globales de cette situation, on s'est posé quand même une multitude de problèmes, même si c'était des problèmes confus dans notre esprit, etc. Les résistants doutent. Faut-il rester sur le plateau ou l'abandonner tant qu'il en est encore temps? C'est alors que l'émissaire de Londres refait mystérieusement surface. Jean Rosenthal aurait reçu un télégramme de Londres indiquant qu'il aurait reçu des consignes sur lesquelles il faut rester sur le plateau parce qu'un bataillon de parachutistes canadiens devrait venir à Glières. Cette nouvelle change la donne. Les hommes reprennent espoir. Le combat face aux forces qui les encerclent pourrait se rééquilibrer avec l'arrivée d'un bataillon du ciel. Mais dans la vallée, les choses s'accélèrent. L'ultimatum fixé au 10 mars a expiré. Les Allemands sont décidés à intervenir, mais un vif débat éclate au sein de l'état-major sur le plan adopté. Le général Pflaum, qui commande la 157e division de réserve, veut que les Français soient en première ligne dans ce combat. Il dit aux Français, c'est votre boulot, c'est vous qui êtes concernés par cette affaire. A l'inverse, la SIPO-SD, une unité spéciale de la Gestapo, veut tout reprendre à son compte et dit, Vichy a échoué, Vichy doit être dessaisi du dossier, nous devons régler cette affaire nous-mêmes. Le partisan de la méthode forte, brutale, est le chef régional du SIPO-SD, la police de sécurité allemande. Le supérieur hiérarchique d'un certain Klaus Barbie, connu comme étant le boucher de Lyon. Le personnage central de cette SIPO-SD est le commandant de la zone basée à Lyon. L'Obersturmbannführer Konrad Knapp. Knapp est présent sur toutes les grandes opérations et il veut à chaque fois s'imposer. Knapp plaide pour brûler toutes les maisons, les abris des résistants et fusiller les prisonniers. Au moment où l'état-major allemand définit le plan d'attaque, une importante décision est prise à Annecy lors d'une réunion des chefs de l'AS. Un homme va se porter volontaire donc, pour monter sur le plateau et pour en prendre le commandement. C'est l'un des officiers les plus haut gradés de l'AS en Haute-Savoie, c'est le capitaine Angeau. Le capitaine Maurice Angeau sait que cette mission a tout d'un sacrifice. C'est ce qu'il écrit à sa femme dans une lettre. J'ai pris cette charge parce que j'ai jugé que mon devoir était là. Nombreux sont ceux qui, par des sentiments faux et lâches, se laissent détourner actuellement du devoir national. En tant qu'officier, je ne puis le faire. Il dit qu'il n'en redescendra pas vivant. Il a conscience que c'est une très lourde charge qu'il porte. Le lendemain, le 18 mars 1944, Maurice Angeau arrive sur le plateau et se présente aux 450 maquisards réunis au pied du mât. Il aurait dit « m'acceptez-vous comme chef ». La résistance, c'est pas l'armée. Et il n'y a pas de doute que, surtout succédant à Tom Morel, c'était pas simple. Il fallait se faire accepter. Nous ne connaissions pas Angeau, on ne le connaissait pas. Son physique, sa manière d'être, une certaine froideur peut-être, à tort bien sûr, mais il n'avait pas ce charisme de Tom. Et puis il est arrivé dans des conditions évidemment extrêmement tragiques, graves, et il fallait qu'il assume une responsabilité écrasante. Il l'a fait. L'offensive allemande est imminente. Elle commence 3 jours à peine après sa prise de commandement. Nom de code de l'opération, Haute-Savoyenne, comme Haute-Savoie. Avant même d'intervenir physiquement sur le plateau, les Allemands vont organiser le bombardement du plateau, avec plusieurs grandes vagues de bombardement entre le 21 et le 26 mars 1944. Tous les chalets sont incendiés, non pas par bombe, mais par
balles traçantes qui mettront le feu dans les greniers. Pour les maquisards, ça commence à chauffer sérieusement. Ils se réfugient sous les sapins, dans les grottes, autant qu'ils le peuvent. Ils attaquaient toujours à 11h30 du matin. Par conséquent, ils avaient pris l'habitude de quitter les chalets avant et ils se réfugiaient dans les grottes et le long des murailles. Malheureusement, ils voyaient leurs chalets détruits les uns par les autres, mais ils savaient que c'était à 11h30 du matin qu'ils étaient attaqués, quoi. Ce que le plan allemand a prévu, c'est d'abord une série d'attaques menées par la milice. 4 entre le 20 et le 23 mars. Ils brûlent sans doute dans des coudres et ils y vont. Et ils se font étriller partout. On ne sait pas quelles pertes ils ont eues, mais ils en ont eu certainement. Pendant ces attaques, l'armée allemande se positionne tout au sud. La milice s'occupe, elle, des accès au nord. On établit un cercle autour du plateau. On répartit tout autour des unités de combat. Et au travers du cercle, on lance plusieurs incursions, dans le but de déloger, détruire et, comme ils le disaient à l'époque, anéantir les maquisards. Maintenant que le plateau est bouclé, les Allemands vont pouvoir entrer à leur tour en action. 3 de leurs bataillons se préparent d'ailleurs à l'offensive. Dans la matinée du 26 mars 1944, il y a plusieurs tentatives pour monter au plateau qui viennent. Une première des Allemands qui testent le secteur du Lavouillon, au-dessus du Petit Bornand, et puis 2 tentatives aussi de la milice pour monter plutôt de l'autre côté, en venant de Torrent. Ces 3 premières tentatives sont repoussées par les maquisards qui ripostent. Dans l'après-midi, le même type d'opération se déroule plus à l'est, au-dessus du Petit Bornand, Montremont. Les échanges de tirs durent tout l'après-midi. Le chef de section est tué, un autre de ses hommes aussi, un autre grièvement blessé, il laissera également la vie. À la nuit tombée, les maquisards qui viennent de repousser ces attaques comprennent que l'équilibre des forces est en leur défaveur. Ils sont persuadés que l'assaut général de la Wehrmacht est imminent. Les hommes survivants de cette attaque rejoignent le PC, situé au centre du plateau, disent au capitaine Angeau « Nous sommes attaqués, la situation est compromise en ce lieu ». Le capitaine Angeau donne l'ordre d'exfiltration, donne l'ordre aux hommes de Glières de quitter le plateau. Et il arrive à la conclusion qu'il est inutile de faire tuer des hommes pour rien. Il vaut mieux qu'ils servent à autre chose, dans les combats de la résistance qui vont être déterminants dans les mois qui viennent. Par petits groupes, tous les maquisards entament une périlleuse opération d'exfiltration. Ils doivent en pleine montagne rejoindre les vallées, en évitant les barrages de la milice et des Allemands. Arrivé à la lisière d'un bois, Maurice Angeau, qui est accompagné de plusieurs de ses hommes, se méfie. Il consulte l'un de ses camarades espagnols, Ángel Gómez. Le capitaine Angeau arrive à sa hauteur, lui dit « Attends, tu restes là, toi ?» Et alors, ils se comprennent à peine, parce qu'à l'époque, Ángel Gómez parlait très mal le français. Et il avait une mimique qui disait « Je lui ai dit, moi, je sens pas. » Bon, c'était la résistance, c'était pas l'armée. Et Angeau lui dit « Bon, tu fais comme tu veux. » Ángel Gómez s'endort, tellement il est crevé. Il est réveillé par des rafales et tout, et il assiste au carnage, là, tout, le capitaine et ses compagnons qui sont tués sous ses yeux, dans la prairie qui est en dessous. 15 heures après avoir donné l'ordre de décrochage, le successeur de Tom Morel est à son tour abattu. Comme Maurice Angeau, plusieurs groupes tombent sous les balles de la milice et de la Wehrmacht. Mais la plupart des martyrs vont tomber sous l'effet de la répression. Dans les vallées, la chasse à l'homme a permis d'arrêter des dizaines de combattants. Certains sont faits prisonniers, d'autres déportés, mais la plupart connaîtront un sort bien plus expéditif. Les hommes qui sont arrêtés par les militaires allemands sont remis entre les mains de policiers allemands de la SIPO-SD. Et là, ils sont interrogés, violentés, battus. Et une fois qu'ils ont livré les informations qui paraissaient nécessaires aux Allemands, ils sont immédiatement exécutés. Jacques Gaulier avait 12 ans à l'époque, lorsqu'on amène au domicile de ses parents les corps martyrisés de 2 officiers des Glières. Les lieutenants Bastian et Lalande, victimes de la répression menée par la SIPO-SD. Je m'en souviens très bien, parce que Lalande était tout noir, il était mort sous les coups,
Bastien, visiblement, avait dû recevoir une balle dans la tête. Et bon, ben ça, je n'ai pas pu l'oublier. Par ces exécutions en nombre, par ces corps laissés gisants, le commandement allemand a voulu délivrer aux habitants de Haute-Savoie un message. Ils veulent montrer aux autres Français, vous ne devez pas soutenir la résistance, sinon vous serez immédiatement exécutés. Si vous soutenez les maquis, vous serez victime de la répression. Les Allemands appliquent ici ce qu'ils ont fait dans d'autres zones d'occupation, le règne par la terreur. Sur le plateau, les hommes seront restés 2 mois. 56 jours après leur montée, le maquis des Glières est réduit au silence. Mais il devient pourtant aussitôt l'objet d'une nouvelle guerre. Les francs-gardes qui ont participé au nettoyage du plateau des Glières arrivent à Vichy où ils sont salués par leur chef, M. Boudelan. Glières devient un symbole et un enjeu national. L'objet d'un affrontement par radio et film interposés entre Londres et surtout Vichy qui veut récupérer la chute du maquis. Des soldats de l'ordre ont donné leur vie pour défendre le pays contre le crime et le banditisme. Dès le moment même, cet événement en fait est utilisé et surtout instrumentalisé par chaque propagande. La propagande de Vichy d'un côté, la propagande de la résistance de l'autre. Une véritable guerre des ondes se développe au sujet de Glières, ce qui explique que cet événement va passer dans la postérité. Depuis Londres, la France libre ne tarde pas à réagir par l'intermédiaire de sa voix la plus emblématique, celle de Maurice Schumann. Il va faire de Glières une légende, gonflant les effectifs ennemis et les pertes infligées. Son objectif ? Faire comprendre aux Français que pour la première fois depuis 4 ans sur leur sol, la résistance combat l'occupant à visage découvert. Maurice Schumann, sur les ondes de Radio Londres, dit « Nous avons été attaqués par 12 000 hommes, effectif théorique de toute la 157e division allemande, mais en réalité l'attaque a été portée par vraisemblablement une section allemande d'une 30aine d'hommes. Et il annonce ce chiffre absolument exorbitant de 300 soldats allemands tués et de 400 blessés. Pour empêcher Londres de construire autour des Glières une légende, Philippe Henriot, ministre de la propagande de Vichy, se rend dans la foulée au pied du plateau, dans le village de Torrent, pour y raconter une toute autre version de cette épopée. C'est de Torrance, Haute-Savoie, que je vous parle ce matin. De Torrance. Hier, un des quartiers généraux de la fameuse résistance. J'y suis arrivé tout à l'heure en compagnie de Joseph Darnan pour assister à la fin d'une légende. Car la fin de cette aventure tragique déguisée en épopée par les menteurs de Londres, car le trait dominant de cette capitulation, c'est que tous ces hommes ont été lâchés par leur chef au premier assaut mené contre eux, et qu'eux-mêmes ont lâché leurs armes pour fuir plus vite. Henriot présente les maquisards comme des groupes d'étrangers, des communistes, des gens en plus qui sont plutôt lâches, qui n'ont pas combattu, voilà, pour essayer de ternir leur image et pour faire en sorte que l'opinion, qui était plutôt favorable aux maquisards, s'en détache. À peine les combats terminés, Glières est devenu un enjeu de mémoire. Il faudra attendre la fin de la guerre pour établir un certain nombre de vérités. Première vérité rétablie, le nombre de tués des 2 côtés. Le bilan humain, il est quasi insignifiant du côté des Allemands. Du côté de la milice, on ne sait pas trop. Il est certainement un tout petit peu plus lourd. Là aussi, ils n'en ont jamais fait état. L'issue de la guerre permettra aussi aux maquisards de savoir combien des leurs sont réellement tombés, dans les combats, lors du décrochage, en déportation ou suite aux arrestations. Au bilan, il y aura 129 morts. 129 sur les 460, c'est beaucoup. Ce n'est pas l'anéantissement dont on n'a pas fort parlé. Dès ce moment-là, je voudrais quand même dire quelque chose. Ce n'est pas la fin de Glières. C'est le temps du sacrifice. Car les maquisards, qui ont échappé à la traque, ont, conformément à leur ordre, rejoint les bases arrières de la résistance disséminées en Savoie. Dès juin, et à l'annonce du débarquement en Normandie, leurs unités reprennent le combat. À Torrent, là où quelques semaines plus tôt, Philippe Henriot avait annoncé la fin des Glières, des rescapés paradent même le 14 juillet. Alors que la Haute-Savoie était toujours occupée,
ils ont organisé un défilé dans le chef-lieu de Thoranglières, donc au nez, on peut dire, à la barbe des Allemands. Et à l'issue de ce défilé, ils ont proclamé Thoran ville libre. Voilà, donc ce qui en fait la première ville libérée de Haute-Savoie par les forces de la résistance. 15 jours plus tard, des centaines de résistants sont de retour sur le plateau. 1er août 1944, 3000 hommes, pour le coup, sont à nouveau rassemblés sur le plateau, en plein jour cette fois, parce que les Alliés ont maintenant la maîtrise de l'air, et un nouveau parachutage encore plus massif va se produire ici même, ce qui va permettre la libération du département par les seuls forts de la résistance dans les 15 jours qui vont suivre. Entre le 13 et le 19 août, la résistance savoyarde fait capituler les garnisons allemandes. Il est évident qu'un certain nombre de résistants des Glières ont participé de manière précise, matérielle, à la libération de leur région et de leur ville phare, c'est-à-dire Annecy. « 73 ans après, les héros des Glières sont toujours des exemples, en particulier pour les chasseurs alpins du 27e BCA. Leur quartier porte d'ailleurs le nom de Tom Morel, leur place d'honneur, celui de Maurice Angeau. Et chaque nouvelle recrue passe par le musée, où sont conservés le drapeau du bataillon avec son inscription Glières et de nombreuses traces de cette épopée. Ce qu'on va retenir avec lui et tous ceux qui sont tombés, parce qu'il n'était pas le seul, c'est ce sacrifice pour une cause qui était bien plus grande que sa propre personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tom Morel, il avait une famille, il avait un jeune enfant, il avait une femme, il avait tout pour réussir, quoi. D'accord? Mais non, il a tout sacrifié pour se dire, bah, mon fils, mon enfant, ma femme pourra vivre dans un monde qui sera meilleur, quoi. Aujourd'hui, la nécropole nationale de Morette, au pied du plateau, avec les 105 tombes des maquisards, reste le lieu de mémoire des Glières, celui devant lequel, depuis la libération, tous les présidents sont venus s'incliner, afin d'y honorer tout un symbole. Pour la première fois, peut-être, depuis 1940, une partie de l'armée française, des officiers de l'armée française, ont réagi, ont montré qu'ils ne voulaient plus de cette occupation humiliante, ont montré qu'ils étaient prêts à se battre. Vous l'avez vu à la nécropole de Morette, ces étoiles de David parmi les croix latines, ces cocardes de la République espagnole aux côtés de la cocarde tricolore française. C'est ça, Glières. La France de l'égalité de tous en dignité et en droit, au-delà de toute considération idéologique, politique ou religieuse. Glières nous dit ce qu'est la France, la vraie France.